Bienvenue au GigaChat News. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale parce que nous recevons un invité spécial et je vous présente Mathieu Chaparro. Bonjour, Donc, Monsieur Chaparro, qui êtes-vous? je suis un étudiant au cégep de Sherbrooke en technique de laboratoire, biotechnologie et je suis présentement à ma deuxième année. Impressionnant. Dites-moi, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui? J'aimerais parler aujourd'hui d'un vaccin pour les abeilles contre la loque américaine. Ok, un vaccin contre la loque américaine. Ok. Donc, c'est comme on pique les abeilles ou c'est comment? Non, en fait, un vaccin, par définition, c'est une substance d'origine microbienne ou de synthèse que l'on administre à un individu ou un animal pour l'immuniser contre une maladie. Donc, un vaccin n'est pas obligatoirement quelque chose qu'on injecte à un animal ou une personne. Ok, et c'est contre la loque américaine, c'est ça? Oui, Et c'est quoi la loque américaine? la loque américaine, c'est une maladie chez les abeilles qui est causée par une bactérie sporulente gram plus nommée Paenibacillus larvae. Est-ce qu'elle est dangereuse? Oui, en effet, elle représente un danger pour plusieurs raisons. Premièrement, sa méthode d'infection se fait par ses endospores. Et le problème avec ça, c'est que les endospores se retrouvent partout et elles peuvent rester en dormance pendant plus de 35 ans et pendant même plus d'un an dans le miel. Deuxièmement, c'est une maladie très infectieuse. Ok, mais c'est quoi sa méthode d'infection en fait? Sa méthode d'infection est simple. Premièrement, ce sont uniquement les larves âgées de 36 heures au moins qui se font infecter. Ensuite, comme les spores se retrouvent partout, ils se trouveront aussi dans la nourriture que les larves mangent, et ce, par l'intermédiaire des abeilles ouvrières. La larve ingérera ensuite les spores en se nourrissant, et c'est à ce stade que les spores pourront germer dans le tube digestif, qui donnera des formes végétatives du Paenibacillus larvae. Ensuite, les bactéries pourront se multiplier de façon exponentielle, et l'infection va ensuite se répandre dans les molymphes. Les molymphes, en fait, c'est l'équivalent de notre sang. Une fois dans les molymphes, elle va pouvoir se répandre dans tous les tissus de la larve, et ça va conduire à sa mort par ses petits saignées. Une fois que la bactérie aura consommé tout ce qui est disponible de la larve, elle va sporuler. La larve sera simplement devenue une masse visqueuse et collante, contenant des millions de spores. Finalement, les abeilles ouvrières sentiront en quelque sorte l'infection, ce qui l'amènera à nettoyer l'alvéole, et c'est là que les spores se répandront dans toute la ruche. Ok, je comprends que c'est une maladie nuisible pour les abeilles, mais est-ce que cela pose un problème pour nous les humains en fait? Évidemment que ça pose un problème pour nous, M. Moulouma. Premièrement, l'utilisation d'antibiotiques ne représente pas une solution viable, car les antibiotiques tuent seulement les bactéries et non les spores, ce qui cache seulement les symptômes cliniques à court terme. De plus, les résidus chimiques nuisent à la qualité du miel, en plus de le rendre dangereux pour la consommation humaine. Sans parler du fait que les abeilles sont une espèce en voie de disparition, et si sa disparition venait à arriver un jour, ça entraînerait évidemment plein de problèmes environnementaux et économiques. Ok, je comprends la gravité de la situation. On m'a dit à l'oreillette que vous basez vos recherches sur des études menées par des scientifiques. Est-ce vrai? L'étude sur laquelle je me suis basé, c'est The Oral Vaccination with Paenibacillus larvae Bacterium can decrease susceptibility to American Foulbrood Infection in Honeybees, a Safety and Efficacy Study. Elle a été publiée sur le site Frontiers le 17 octobre 2022 et elle a été réalisée par Francisca Dickel et collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude? Avant de parler sur l'étude, j'aimerais parler du système immunitaire des abeilles. Le système immunitaire des abeilles est différent du nôtre. Il fonctionne par un système appelé l'amorçage immunitaire transgénérationnel et c'est en fait la reine qui transmet l'immunité. Passionnant! Ok, mais j'imagine qu'il y a eu des procédures pour cette étude. Quelles ont été ces procédures? Les chercheurs ont commencé par confectionner la bactérine. La bactérine est en fait une solution de suspension aqueuse de Paenibacillus larvae de génotype RIC1 qui a été inactivée à un stade végétatif. Ensuite, les chercheurs ont effectué 2 sites de test, le site A étant en Autriche et le site B en Espagne. Nous nous concentrerons sur le site A. J'aimerais préciser aussi que l'espèce utilisée en Autriche est Lapis mellifera carnica. Aussi, au site A, ils ont fait 2 épreuves. La première étape a été de mettre en cage une reine accompagnée de quelques abeilles ouvrières avec une gelée royale spéciale. Quelle est cette gelée? Pour faire cette gelée royale, il faut mélanger 48 ml de sirop de maïs avec 500 g de sucre en poudre. Ensuite, ils ont mélangé cette gelée suivant la proportion de 1 ml de bactérine par 100 g de gelée royale. Pour les tests contrôle, ils ont remplacé la bactérine par de l'eau simplement. Une fois que la reine a mangé la gelée, les scientifiques, ils faisaient quoi après? La prochaine étape de l'expérience a été de mettre les reines dans des ruches. Après 18 jours, ils ont évalué si la ruche contenait au moins 30 larves et si ce n'était pas le cas, ils mettaient ces ruches de côté. Et ce, peu importe si la reine présente dans la ruche avait été nourrie avec de la bactérine ou avec de l'eau simplement. Pour ce qui est des ruches contenant au moins 30 larves, ils ont prélevé les larves ayant moins de 36 heures de vie et ils les ont mis dans des plats de pétri. De quoi étaient faits les plats de pétri? Ok. La recette pour faire les pétris est la suivante. 50% de gelée royale, 6% de glucose, 6% de fructose, 1% d'extrait de levure et 37% d'eau. Quel a été le but de mettre les larves dans un plat de pétri?
Le but était d'évaluer quelles larves pouvaient survivre suite à l'exposition des spores de Painibacillus larvae. Pour évaluer cela, ils ont déposé dans des plats de pétri 3 gouttes de 379 microlitres contenant 10 000 spores et ils ont mis 5 larves au hasard par goutte. Ils ont été surveillés pendant 8 jours où on les nourrissait à chaque jour avec de la nourriture fraîche, exemple de spores. Et au cours de ces 8 jours, ils ont noté les larves qui mouraient et les ont mis de côté. J'aimerais préciser que la première épreuve a été effectuée 18 jours après avoir mis la reine dans la ruche et la deuxième épreuve 19 jours après la première épreuve. Et quels ont été les résultats de cette recherche? On peut voir au tableau 1 que toutes les reines ont survécu suite à l'alimentation de la gelée royale, et ce, peu importe si elles contiennent la bactérine ou simplement de l'eau. Par contre, il est important de noter que 25% des reines qui ont consommé la gelée royale contenant la bactérine sont mortes après qu'on les ait mises dans des ruches, et que 30% des reines qui ont consommé la gelée royale servant d'un contrôle sont mortes après qu'on les ait mises dans des ruches. Au tableau 2, on peut voir le taux de survie des larves suite à l'exposition des spores dans des pâtes de pétri. Les résultats nous montrent que 30,3% des morts ont pu être prévenus lors de la première épreuve et 27,5% des morts ont pu être prévenus à la deuxième épreuve. De plus, on peut voir que toutes les larves qui venaient des ruches contrôle sont mortes. On peut voir à la figure 1A et 1B les proportions des morts selon la provenance des larves lors de la première et la deuxième épreuve. La première épreuve étant la figure 1A et la deuxième épreuve étant la figure 1B. On peut voir dans les deux figures que la bande blanche représente les larves qui venaient d'une ruche dont la reine avait consommé la bactérine et les bandes noires d'une ruche contrôle. Donc, on peut voir que les larves qui provenaient de ruches contrôle sont mortes plus souvent que les larves qui venaient d'une ruche dont la reine avait consommé la bactérie. Ok, je vois, mais est-ce qu'il est possible de tirer des conclusions prometteuses suite à cette étude? On peut conclure que la vaccination des abeilles peut constituer un effet efficace pour la méthode prophylactique sur la gestion des maladies chez les abeilles. Par contre, il faudrait faire des essais à grande échelle pour déterminer les effets de la vaccination orale des abeilles sur la santé de la colonie. Merci beaucoup pour votre présentation ainsi que de votre temps. Voilà ce qui conclut l'émission Flash des Digachaz News d'aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine pour se coucher moins niaiseux. Couper, c'est fini, mon ami.